Le millionnaire rentra chez lui plus tôt que prévu, et sa domestique lui dit immédiatement à voix basse « Ne bougez pas, faites silence ». La pluie tombait doucement sur les toits de Lyon, enveloppant la ville d'un voile d'humidité grise et familière. La voiture noire s'arrêta devant le portail en fer forgé d'une grande propriété discrètement luxueuse, nichée entre les arbres d'un quartier résidentiel où le silence était aussi épais que les haies bien taillées. Adrien Morel coupa le moteur de son véhicule de location et observa un instant la façade de sa maison, encore éclairée par les dernières lueurs d'un après-midi maussade. Il n'avait prévenu personne de son retour anticipé. Son voyage d'affaires à Berlin avait été écourté après l'annulation d'une réunion cruciale. Plutôt que de prolonger inutilement son séjour, il avait choisi de rentrer chez lui, pensant savourer quelques jours de repos loin des préoccupations numériques et des échanges stériles. Il n'avait envoyé aucun message, pas même à son assistant. Il voulait retrouver sa maison comme on retrouve un refuge, intact, silencieux, sûr. En approchant de la porte principale, Adrien sentit immédiatement quelque chose d'étrange. La lumière du hall d'entrée était allumée, ce qui en soi n'était pas inhabituel, mais il perçut une tension dans l'air, une impression imperceptible que les choses n'étaient pas à leur place. Il introduisit sa clé dans la serrure avec précaution, la tourna sans bruit, puis poussa lentement la porte qui s'ouvrit sans résistance. Le parquet l'accueillit avec un grincement familier. Tout semblait normal, jusqu'au moment où elle apparut. Élodie Garnier surgit soudainement depuis le couloir latéral, pieds que nus, vêtue de son uniforme sobre, les cheveux relevés à la va-vite. Son visage exprimait une urgence contenue, un mélange de peur et de lucidité rare. Avant qu'Adrien ne puisse ouvrir la bouche, elle s'approcha de lui à grandes enjambées silencieuses, posa sa main sur son bras et murmura d'une voix basse, ferme, presque tranchante « Ne bougez pas, faites silence ». Le ton, la proximité, le regard fixe, tout chez elle exigeait une obéissance immédiate. Adrien, pourtant maître dans l'art de garder le contrôle, se figea, surpris par cette autorité inattendue. Il tenta de sonder ses yeux, d'y lire une explication, mais ce qu'il vit n'était qu'une détermination nue, urgente, sans détour. Élodie jeta un rapide coup d'œil vers l'escalier menant à l'étage supérieur, puis lui fit signe de la suivre en silence. Sans poser de questions, Adrien se laissa guider à travers le vestibule, passant devant le salon principal dont les rideaux étaient tirés, et bifurqua vers la cuisine, d'où elle le fit passer par une porte de service donnant sur un petit couloir menant aux pièces réservées au personnel. Ils s'arrêtèrent devant le local de rangement, une pièce étroite, tapissée d'étagères pleines de produits ménagers. Élodie entr'ouvrit la porte, l'y poussa doucement à l'intérieur et referma derrière elle. À l'intérieur, l'air sentait le citron et le plastique. Adrien, toujours sans comprendre ce qu'il faisait là, ouvrit enfin la bouche, mais Élodie posa un doigt sur ses lèvres et secoua doucement la tête. Puis, après quelques secondes suspendues, ils entendirent des pas. Ce n'étaient pas des bruits imaginaires, ce n'étaient pas les craquements aléatoires d'une vieille maison en bois. C'étaient des pas mesurés, prudents, qui résonnaient à l'étage, au-dessus d'eux. Lents, précis, comme ceux de quelqu'un qui explore un lieu étranger tout en essayant de ne pas se faire remarquer. Adrien sentit une montée d'adrénaline, une crispation instinctive dans ses muscles. Il regarda Élodie. Elle acquiesça d'un signe de tête, confirmant ce qu'il redoutait déjà. Il n'était pas seul. Dans un souffle presque inaudible, elle s'approcha de l'étagère du fond et derrière une boîte de gants en latex, elle tira une petite clé qu'elle utilisa pour ouvrir un faux panneau dans le mur. Derrière, un passage étroit menait vers un conduit technique reliant plusieurs pièces du rez-de-chaussée. Adrien n'avait jamais su que cela existait. Il la suivit, stupéfait de découvrir une telle chose dans sa propre maison, guidé par cette femme qui, jusque-là, n'avait jamais été plus que la présence discrète et compétente du quotidien. Ils débouchèrent dans une pièce noire que la lumière tamisée d'une veilleuse révélait être l'ancienne buanderie transformée en local technique. Là, Élodie verrouilla la porte, puis s'adossa au mur et reprit son souffle. Elle parla enfin, cette fois avec une voix plus posée mais toujours basse. « Ils sont là depuis ce matin. J'ai entendu des bruits étranges pendant mon ménage et j'ai d'abord cru que c'était un animal. Puis j'ai trouvé un micro, caché derrière un tableau dans votre bureau. » Adrien cligna des yeux, tentant d'absorber l'information. « Un micro ?» murmura-t-il. Elle hocha la tête. « J'en ai trouvé 2 autres.
l'un derrière le miroir de votre salle de bain, l'autre sous la console du salon. Adrien sentit un frisson le parcourir. Quelqu'un avait pénétré chez lui, pas pour voler des bijoux ou de l'argent. Non, quelqu'un voulait l'écouter, l'observer. Et maintenant, des étrangers étaient encore dans sa maison, au moment même où il s'y trouvait. Il comprit aussi pourquoi Élodie n'avait pas fui, pourquoi elle l'avait prévenu au lieu de s'échapper. Elle était restée pour lui, pour l'aider, pour le protéger, d'une manière qu'il n'aurait jamais anticipée. Un nouveau bruit se fit entendre, un choc sourd comme une chaise renversée. Adrien sentit ses pensées s'emballer, mais Élodie resta calme. Elle sortit de sa poche un petit carnet où elle avait noté des heures, des sons, des détails. Elle avait documenté chaque chose depuis la veille, et ce n'était pas la première fois qu'elle suspectait une présence. Elle avait vu, quelques jours auparavant, une silhouette furtive dans le jardin, mais l'avait attribuée à son imagination. Ce matin, tout avait changé. Le micro découvert n'était pas un jouet ni un appareil amateur, c'était un équipement professionnel, sophistiqué, impossible à confondre. Adrien posa une main contre le mur froid. Sa maison, sa forteresse, n'était plus sûre. Et la seule personne de confiance à cet instant précis était celle qu'il n'avait jamais vraiment remarquée. Élodie, pourtant, le regardait sans peur, avec cette lucidité qui naît du danger imminent. Elle ne demandait ni reconnaissance ni remerciement. Elle agissait simplement parce que c'était nécessaire. Et cela, Adrien le comprenait maintenant, valait bien plus que toutes les sécurités numériques de son empire. Une planche craqua à l'étage. Les pas s'étaient arrêtés. Le silence à nouveau. Mais un silence chargé de menaces invisibles. Adrien savait que tout venait de basculer. Rien ne serait plus jamais comme avant. Le silence qui suivit ce grincement sinistre n'était pas un véritable silence. C'était un vide sonore tendu, saturé d'anticipation, comme si la maison entière retenait son souffle. Adrien, accroupi derrière un caisson métallique dans la pièce technique, sentit son cœur battre si fort qu'il craignait que son écho ne résonne dans les murs. Élodie, agenouillée à ses côtés, le fixait avec une intensité tranquille. Elle ne semblait ni paniquer, ni figée. Elle écoutait. Chaque muscle de son corps était prêt à réagir, comme si elle avait vécu toute sa vie pour cette nuit précise, dans cet endroit précis. Puis, de nouveau, un son. Cette fois, ce n'était pas un pas, mais un frottement, léger mais distinct, comme un tissu qu'on frôle contre une surface dure. Quelqu'un marchait, mais ce n'était pas une marche ordinaire. C'était une progression lente, calculée, comme celle de quelqu'un qui cherche quelque chose ou quelqu'un. Adrien se pencha très légèrement vers l'ouverture d'aération grillagée qui donnait sur le couloir du rez-de-chaussée. Rien ne bougeait encore dans leur champ de vision, mais les sons, eux, se rapprochaient, pas à pas, chuchotement après chuchotement. Élodie tira lentement de sous une étagère un vieux téléphone filaire, visiblement relié à une ligne interne, probablement oublié depuis longtemps. Elle essaya de composer un numéro, mais le combiné resta muet. Aucune tonalité. La ligne avait été coupée volontairement. Elle reposa le combiné avec précaution, puis écrivit rapidement sur un petit carnet qu'elle glissa à Adrien. Aucun réseau, aucune ligne, ils ont tout neutralisé. Il lut, fronça les sourcils, puis acquiesça. C'était désormais évident. Les intrus ne s'étaient pas introduits dans cette maison par hasard. Ils avaient planifié leur action. Ils connaissaient la disposition des lieux, les systèmes de communication, les habitudes du personnel. Ils étaient l'eau préparés. Un objet tomba soudain à l'étage, provoquant un bruit sourd qui résonna à travers le plancher. Adrien se redressa instinctivement, mais Élodie le retint. Elle lui fit signe de ne pas bouger, puis chuchota, si bas qu'il crut d'abord l'avoir imaginé. Il fouille. Cela ne faisait désormais plus aucun doute. Les intrus n'étaient pas là pour voler des objets de valeur visible ou du mobilier coûteux. Ils cherchaient quelque chose de spécifique, de ciblé. Adrien pensa immédiatement à son bureau, au coffre, aux documents qu'il y conservait, liés à ses projets les plus récents. Il pensa aussi à son ordinateur, à son disque dur crypté et à toutes les informations sensibles que contenait cette maison. Son instinct d'entrepreneur prit le dessus. Il comprenait le type de menace auquel il était confronté. Ce n'était pas un simple cambriolage, c'était une opération. Ils rampèrent discrètement hors de la pièce technique, progressant par les conduits étroits jusqu'à un débouché situé derrière un placard dans la buanderie. Une fois là, Élodie ouvrit la porte,
avec une lenteur presque irréelle, veillant à ne produire aucun bruit. Ils traversèrent la buanderie et rejoignirent un couloir secondaire. Au détour d'un angle, Adrien tendit l'oreille. Il entendit alors des voix, très basses. 2 hommes. Ils parlaient français, mais avec un accent. Peut-être belge, peut-être suisse. Difficile à dire. L'un d'eux dit « Il a dû avancer son vol. Vérifie encore en bas. Je ne veux pas de surprise. » Le sang d'Adrien se glaça. Il savait qui il était. Ils attendaient son retour, et il n'était pas sûr qu'il soit rentré. Cela signifiait qu'il y avait une petite chance, de les prendre par surprise. Mais cela signifiait aussi qu'ils n'étaient pas de simples agents exécutant un vol impersonnel. Il le visait, lui, personnellement. Élodie ouvrit une porte donnant sur la cave. Adrien la suivit sans un mot, descendant les marches étroites jusqu'à une pièce plus fraîche, au mur en pierre nue. Là, elle alluma une petite lampe torche et dirigea le faisceau vers un coin du plafond. Il y avait une trappe. Elle monta sur un vieux tabouret et en détacha discrètement le panneau. À l'intérieur, un espace dissimulé contenait plusieurs objets. Une boîte en métal, un double des clés du coffre et un petit appareil électronique noir. Adrien s'en saisit, interloqué. C'était un brouilleur de signal. Élodie chuchota. « Je l'ai trouvé caché dans votre bibliothèque il y a 3 jours. Je ne savais pas ce que c'était au début. Quand j'ai compris, je l'ai désactivé et mis ici. » Adrien la regarda avec une expression nouvelle. De la reconnaissance, certes, mais aussi un certain émerveillement. Depuis combien de temps Élodie avait-elle compris qu'il se tramait quelque chose d'anormal? Et pourquoi n'en avait-elle pas parlé plus tôt? Comme s'il avait lu dans ses pensées, elle répondit doucement « Je n'étais pas sûre. Et je savais que si je vous disais quelque chose sans preuve, vous alliez penser que je délirais. Alors j'ai attendu. Et ce matin, en trouvant le micro, j'ai su que c'était sérieux. » Un nouveau bruit leur parvint, cette fois en provenance du rez-de-chaussée. Une porte claquée, un grognement de frustration. Puis un mot clair, tranchant. « Merde. » Les intrus ne trouvaient pas ce qu'ils cherchaient. Ils devenaient nerveux. Adrien, maintenant convaincu qu'ils étaient en train de viser des documents ou des données précises, pensa à son coffre. Il décida qu'il devait vérifier s'il avait été ouvert. Il fit signe à Élodie de le suivre. Ensemble, ils remontèrent discrètement, longeant les murs, utilisant les recoins familiers de la maison pour éviter d'être vus. En s'approchant du bureau, Adrien se figea. La porte était entr'ouverte. Un filet de lumière s'échappait par l'interstice. Il n'y avait pas un bruit. Avec précaution, il poussa doucement la porte du bout des doigts. La pièce était vide. Le fauteuil tournait encore lentement sur lui-même, comme si quelqu'un venait de se lever. Et là, contre le mur du fond, le tableau avait été décroché. Derrière, un trou. Le micro avait disparu. Adrien s'avança vers le coffre. La porte pendait, arrachée de ses gonds. L'intérieur était vide. Un vide froid, brutal, qui n'était pas seulement matériel. Il représentait une atteinte directe à sa vie la plus privée, à ses secrets professionnels, à sa sécurité. Adrien sentit une rage glacée monter en lui, mais Élodie posa une main sur son bras. Il se retourna. Dans ses yeux, il lut ce qu'il fallait comprendre. Ce n'était pas fini. Et surtout, ce n'était pas le moment de céder. Pas encore. Le bureau d'Adrien, plongé dans une semi-obscurité, semblait étranger à celui qui y passait d'ordinaire des heures enchaînées à ses projets, contrats et réunions à distance. Chaque objet semblait à sa place, et pourtant, quelque chose d'indéfinissable flottait dans l'air, une dissonance infime qui transformait ce lieu familier en un espace hostile. La porte du coffre, arrachée de ses gonds, pendait comme une mâchoire brisée. Les tiroirs du bureau avaient été ouverts, puis soigneusement refermés, assez pour donner l'illusion de l'ordre tout en masquant la réalité du pillage discret. Adrien s'approcha lentement, ses yeux balayant les étagères, les objets décoratifs, les cadres, comme s'il cherchait une faille, un détail nouveau, un signe de l'intrusion. Élodie, toujours aussi silencieuse, l'observait avec une concentration aiguë. Elle connaissait cette pièce presque aussi bien que lui. En nettoyant chaque recoin semaine après semaine, elle avait appris à mémoriser ce que les propriétaires oubliaient. La position exacte du globe ancien posé sur la console, l'angle du cadre contenant un diplôme de Stanford, le relief discret d'un interrupteur secondaire sous le bureau que peu de gens remarquaient. C'est pourquoi elle fut la première à remarquer l'absence d'un tableau, habituellement suspendu juste au-dessus de la lampe à pied. À cet emplacement,
Désormais vide, une trace plus claire dessinait la silhouette rectangulaire laissée par l'œuvre déplacée. Adrien suivit son regard puis s'avança. Derrière le cadre retiré, un petit rectangle de métal collé directement contre le mur attirait l'œil. À peine visible dans la pénombre, il ressemblait à une prise d'aération miniature. Mais Élodie savait ce que c'était. Elle s'en approcha, sortit de sa poche une petite pince multifonction et, avec une précision méthodique, détacha doucement l'objet du mur. Le métal offrit une légère résistance, puis céda. Dans sa paume reposait un micro miniature, discret, presque invisible une fois en place. Adrien, penché au-dessus d'elle, reconnut immédiatement l'appareil. Ce n'était pas un gadget bon marché. C'était un dispositif de surveillance de haute technologie, le genre utilisé dans les enquêtes de renseignement ou les missions privées de cyberespionnage. Il le prit, l'examina, puis leva les yeux vers Élodie. « Tu en as trouvé d'autres » demanda-t-il à voix basse. Elle hocha la tête. « 3, peut-être plus. J'en ai retiré 2 ce matin. L'un dans la salle de bain de l'étage, derrière le miroir, et un autre sous le buffet du salon. » Elle marqua une pause, puis ajouta « Je pense qu'ils ont été installés au fil des jours. Un par un, je n'ai jamais vu personne entrer, mais je n'étais pas toujours là. » Adrien sentit une chaleur désagréable lui monter au cou. Il avait dépensé des milliers d'euros pour sécuriser cette maison. Alarme périmétrique, détecteur de mouvement, caméras extérieures, portes blindées. Pourtant, ces appareils étaient entrés, ces micros avaient été posés et personne n'avait rien vu. Il se rendit soudain compte de quelque chose. Il avait toujours misé sur la technologie pour se protéger, oubliant que l'humain, dans sa vigilance la plus basique, pouvait parfois percevoir ce que les systèmes ne voyaient pas. Il prit les micros trouvés par Élodie, les aligna sur son bureau, puis se tourna vers son ordinateur. Lorsqu'il tenta de le démarrer, rien ne se produisit. L'écran restait noir, muet, inerte. Il essaya une autre prise, un autre câble. Rien. La machine avait été sabotée ou remplacée. Ce détail, en apparence mineur, l'alerta davantage que le reste. Quelqu'un s'était donné la peine de neutraliser l'un de ses outils les plus précieux, ce qui ne pouvait vouloir dire qu'une chose. Ce qu'ils étaient venus chercher se trouvait là. Élodie, penchée contre la fenêtre, fit signe à Adrien de s'approcher. Elle lui montra une silhouette dans le jardin, derrière les haies épaisses. Un homme, vêtu de noir, immobile, les observait. Ou plutôt observait la maison. Il ne semblait pas avoir repéré leur présence. Il attendait. Peut-être un signal, peut-être une information. Ce n'était pas un voleur classique. Son comportement trahissait une coordination, une mission. Il ne fouillait pas. Il surveillait. Adrien comprit que ce n'était pas un acte isolé, mais une opération minutieusement orchestrée. Ils s'éloignèrent de la fenêtre, regagnèrent le couloir. Chaque pas devait être calculé, chaque geste mesuré. Adrien était désormais convaincu que la maison entière avait été piégée d'écoutes et peut-être de caméras. Il se rappela un dîner avec un vieil ami, spécialiste en sécurité informatique, qui lui avait un jour dit « Ce que tu caches dans un coffre peut être volé. Ce que tu dis dans ta maison peut être enregistré. La seule vraie sécurité, c'est le silence. » Il n'avait pas écouté à l'époque. Il comprenait maintenant. Ils atteignirent la chambre d'amis du rez-de-chaussée. Élodie s'agenouilla et retira la grille de ventilation, révélant un autre micro, soigneusement collé dans l'angle. Elle le montra à Adrien, qui hocha la tête. Il devait en faire l'inventaire, les neutraliser un à un, et surtout, comprendre qui les avait installés. Et pourquoi. Il n'était pas rare dans le milieu des affaires technologiques que des entreprises tentent de s'espionner mutuellement. Mais ce niveau de sophistication, combiné à l'intrusion physique, relevait d'une vendetta personnelle, et dans l'esprit d'Adrien, un nom commençait à s'imposer. Élodie, elle, semblait déjà en avance sur ses pensées. Elle s'assit au sol, sortit son carnet et y inscrivit quelques mots qu'elle lui montra discrètement. Il cherchait plus que des fichiers. Il voulait t'enregistrer, te piéger ou te faire chanter. Adrien prit le carnet, réfléchit un instant, puis écrivit en retour « Tu as entendu des noms, des indices ?» Elle ferma les yeux quelques secondes, puis écrivit « 2 hommes. Ce matin, l'un a dit « Charvet veut tout, même les originaux. » Le sang d'Adrien se glaça. Charvet, Julien Charvet, l'ancien associé, l'ancien ami, celui avec qui il avait fondé sa première start-up
et qu'il avait poursuivi en justice après une trahison publique et humiliante. Leur dernier contact s'était terminé par des menaces à peine voilées, des échanges juridiques brutaux et une coupure nette. Julien avait tout perdu. Adrien, lui, avait réussi à se réinventer. Et maintenant, le passé semblait revenir avec une précision chirurgicale. Il se leva, son esprit en ébullition. Il n'y avait plus de place pour le doute. Ce n'était plus une simple intrusion, c'était une vengeance, une revanche calculée. Et Élodie, cette femme qu'il avait toujours vue comme une présence de fond dans sa vie millimétrée, venait de se révéler être son seul rempart contre une attaque sourde, mais létale. Les murs de la maison semblaient se refermer sur eux, étirant l'ombre des meubles comme des spectres silencieux. Chaque pièce qu'ils traversaient portait les traces invisibles d'une violation. Pas une effraction brutale, mais une intrusion précise, chirurgicale, exécutée avec une maîtrise glaçante. Adrien avait toujours conçu son espace comme une forteresse, une zone neutre entre le chaos des affaires et le calme de son existence privée. Or, cette illusion s'effondrait maintenant, pièce après pièce, et plus il avançait dans sa propre demeure, plus il réalisait qu'il n'y avait plus de frontières entre le privé et le stratégique. Tout ce qu'il avait tenté de compartimenter, on était venu le chercher au cœur même de son sanctuaire. Ils remontèrent les escaliers dans un silence absolu. Chaque marche, chaque couloir leur imposait une tension différente. La peur ne résidait plus dans les bruits, mais dans leur absence. Élodie s'arrêtait régulièrement pour prêter l'oreille à l'écho d'un souffle, d'un froissement, d'un soupir que les murs pouvaient dissimuler. Dans sa main, elle tenait fermement une clé multifonction, unique arme à leur portée. Adrien, quant à lui, gardait le petit brouilleur de signal qu'elle avait récupéré dans la cave. Il espérait pouvoir le réactiver, inverser sa fonction, ou du moins comprendre l'origine des interférences qui les isolaient totalement du monde extérieur. Arrivé dans sa chambre principale, Adrien se dirigea immédiatement vers la table de chevet. Il attrapa son téléphone portable, l'alluma, puis observa l'écran avec incrédulité. Aucune barre de réseau. Il tenta plusieurs manipulations. Activer puis désactiver le mode avion, chercher un réseau manuellement, redémarrer le système. Rien ne fonctionnait. Le téléphone ne captait pas la moindre fréquence. Il essaya ensuite le téléphone fixe du bureau adjacent, mais la ligne était morte, comme si le câble avait été sectionné. Un essai avec une deuxième carte SIM issue de son portefeuille de sécurité donna le même résultat. Silence absolu. Élodie observa tout cela en silence, puis s'approcha de la fenêtre et écarta très légèrement le rideau. Le jardin était vide. Aucune silhouette ne se profilait. Aucun mouvement ne trahissait la présence des intrus. Pourtant, ils étaient toujours là. Elle en était certaine. Peut-être à l'étage supérieur, peut-être derrière une porte, un mur. Elle ne pouvait pas encore savoir. Mais elle savait que les hommes qui avaient pénétré dans cette maison n'étaient pas partis. Leur but n'avait pas encore été atteint. Adrien, désormais convaincu qu'il devait reprendre l'initiative, proposa de retourner dans son bureau pour examiner les fichiers restants. S'il ne pouvait pas appeler à l'aide, il fallait au moins récupérer ce qui pouvait encore l'être. Mais en poussant la porte, ils constatèrent que la pièce avait changé. Quelqu'un y était revenu depuis leur dernier passage. Le fauteuil avait été déplacé. Un stylo gisait au sol. Et surtout, une légère odeur de métal chaud flottait dans l'air, comme après une utilisation intense d'un outil électrique. Ils s'approchèrent du coffre éventré. Le mécanisme avait été forcé, mais de manière experte. Pas de dégâts visibles, pas de traces de violence. Juste une précision méthodique. Les documents originaux qui y étaient stockés, plans de développement, contrats de fusion, informations confidentielles sur ses partenaires stratégiques, avaient disparu. Les copies numériques, cryptées sur un disque dur, étaient elles aussi introuvables. Adrien fouilla chaque compartiment, chaque double fond. Tout avait été vidé. Rien ne restait, pas même les enveloppes sécurisées qu'il utilisait pour stocker les codes de récupération. Il se laissa tomber dans le fauteuil, le regard vide, tandis qu'Élodie faisait le tour de la pièce à la recherche d'un nouvel indice. Elle ouvrit un petit tiroir, y trouva une carte SD coincée entre deux dossiers. Elle l'attendit à Adrien. Peut-être un oubli, peut-être un indice. Il l'inséra dans un lecteur externe et ouvrit les fichiers. Il s'agissait d'enregistrements audio. Plusieurs heures de conversation, manifestement captées depuis le bureau. Certaines voix étaient identifiables. La sienne, celle d'un investisseur suisse, celle d'une cliente influente. D'autres, en revanche,
semblaient provenir d'appels téléphoniques réalisés depuis son mobile, comme si les micros avaient capté des conversations sans même nécessiter une présence physique. Cette découverte changeait la nature de l'affaire. Ce n'était plus seulement un vol. C'était une opération d'écoute planifiée sur plusieurs semaines, peut-être des mois. Et les informations volées pouvaient maintenant être utilisées à n'importe quelle fin. Chantage, diffusion publique, manipulation boursière. Adrien sentit son estomac se nouer. Il était pris dans une guerre dont il n'avait pas vu les prémices, et il n'avait plus le luxe de l'ignorance. Élodie se redressa soudain. Elle venait d'entendre un bruit sourd, suivi d'un craquement de plancher. Quelqu'un marchait à l'étage. Mais cette fois, le pas n'était plus lent ou prudent. Il était déterminé. Comme si l'un des intrus savait exactement où il allait. Il n'avait plus le temps de réfléchir. Adrien agrippa son ordinateur portable et la carte SD, fit signe à Élodie, puis s'élança vers le couloir. Ils traversèrent rapidement le palier, descendirent l'escalier de service et débouchèrent dans la salle à manger, où ils se cachèrent derrière une cloison. Les pas s'arrêtèrent juste au-dessus d'eux. Une voix, très basse, dit « Vérifie la chambre, on passe au plan B ». Ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Adrien. Il ne savait pas ce que ce plan B impliquait, mais il savait qu'il ne voulait pas en découvrir le contenu. Il devait sortir, prévenir les autorités. Mais comment faire sans moyen de communication, sans réseau, sans appui? Élodie désigna la cuisine. Derrière le four, il y avait une vieille trappe qui menait à un ancien couloir de service, désormais inutilisé. Il donnait sur l'extérieur, juste à côté du garage. Si elle n'était pas verrouillée, il pourrait l'utiliser pour gagner le jardin et tenter de rejoindre la rue principale. Adrien acquiesça. Ils avancèrent, rasant les murs, et atteignirent la trappe. Elle était lourde, mais Élodie parvint à la soulever en coin. L'air froid s'engouffra dans la pièce. Ils passèrent, l'un après l'autre, s'enfonçant dans l'obscurité du passage étroit. Mais avant de refermer la trappe, Adrien jeta un dernier regard en arrière. Il vit au bout du couloir une silhouette sombre qui les fixait, immobile, observatrice. Et dans cette immobilité, il comprit que la partie ne faisait que commencer. Le couloir de service, étroit et humide, sentait la moisissure et le vieux ciment. Les pas d'Adrien et d'Élodie résonnaient doucement contre les murs rugueux, rythmés par une tension silencieuse qui ne cessait de croître. Chaque mètre parcouru les rapprochait d'un semblant de liberté, mais l'ombre de la silhouette vue plus tôt persistait dans l'esprit d'Adrien, comme une menace suspendue, invisible, mais terriblement présente. Le passage débouchait sur une petite porte métallique, dissimulée derrière un bac de rangement extérieur, vestige d'un ancien accès de livraison dont l'existence n'avait jamais été révélée aux employés de sécurité. Élodie s'en souvenait, car elle l'avait utilisé une seule fois lors de son premier mois dans la maison, quand elle avait égaré ses clés. Elle n'avait jamais oublié ce détail. La porte s'ouvrit dans un grincement à peine contenu. L'air frais de la nuit leur fouetta le visage. Le jardin latéral, protégé par une haie épaisse et des cyprès plantés en ligne, offrait un court corridor naturel vers la remise extérieure, située près du portail du garage. Ils s'y dirigèrent rapidement, s'assurant que personne ne les observait. Une fois à l'abri, Adrien vérifia les alentours. Aucun mouvement, aucune présence visible. Il activa discrètement la lumière intérieure de la remise et ils entrèrent. Là, au milieu des outils de jardin, des cartons d'archives et d'anciens appareils électroménagers, Élodie s'assit enfin, laissant son dos glisser contre une armoire métallique. Son souffle était court, mais stable. Adrien, encore debout, fixait l'obscurité à travers une petite fenêtre à demi voilée. Ils étaient hors de la maison, mais pas encore hors de danger. Il le savait. Elle aussi. C'est alors qu'Élodie prit la parole. Sa voix était plus rauque que d'habitude, empreinte d'une fatigue contenue. « J'ai entendu un nom. » Adrien se retourna brusquement, les sourcils froncés. « Quand » demanda-t-il. Elle répondit « Ce matin, pendant que je faisais le ménage dans le couloir de l'étage. J'ai entendu deux voix derrière la porte du bureau. Ils parlèrent doucement, mais j'ai compris un mot. Charvet. » Le choc fut immédiat. Adrien resta figé, le regard fixe, les mâchoires contractées. Ce nom n'avait pas été prononcé depuis des mois, mais il n'avait jamais réellement quitté son esprit. Julien Charvet, son ancien partenaire, son rival, son bourreau à bien des égards. Ils avaient tout construit ensemble. Leur première entreprise technologique avait été une réussite fulgurante, une ascension saluée par la presse économique. Mais ce succès avait un prix, la confiance détruite,
les trahisons financières, les stratégies parallèles, les fuites d'informations orchestrées. Adrien avait mis des années à se remettre de cette chute. Julien, lui, avait disparu du paysage médiatique, englouti par les poursuites judiciaires et les rumeurs de faillite. « Tu es sûr ?» demanda Adrien, bien qu'il connaisse déjà la réponse. Élodie hocha la tête, sans hésitation. Il a dit « Charvet veut tout, même les originaux. » Puis, ils ont ri, comme si c'était un jeu. Cette phrase résonna en Adrien comme une gifle. Julien Charvet ne se contentait pas de vouloir se venger. Il voulait anéantir ce que son ancien associé avait construit depuis leur rupture. Et il n'avait pas peur d'enfreindre les limites. Il avait engagé des hommes, il avait infiltré une maison protégée. Il avait violé l'intimité d'un autre être humain sans la moindre hésitation. Adrien se tourna lentement vers un carton posé près de la porte. Il l'ouvrit, révélant une mallette noire contenant des équipements de secours. Une radio portative, une lampe torche, un couteau de poche, des documents de réserve. Il prit la radio, l'alluma. Aucun signal. Élodie, voyant son regard, murmura « Il faut qu'on sorte d'ici. On ne peut pas rester enfermé. » Il acquiesça. Mais sortir signifiait traverser le jardin, longer le mur d'enceinte et atteindre la maison voisine. Une opération risquée, mais nécessaire. Pendant qu'il préparait le passage, Élodie parla de nouveau. Cette fois, son ton était plus personnel. « Tu sais, je n'ai jamais cru aux accidents dans ce genre d'affaires. Quand j'ai vu ta tête à la télévision, il y a des années, je me suis dit que personne ne pouvait construire ce que tu avais construit sans se faire des ennemis. Et quand j'ai pris ce travail, j'ai regardé les dossiers. Ton nom revenait souvent dans les articles sur la rupture avec Julien. » Adrien la regarda, surpris par cette confession. « Tu m'as espionné ?» demanda-t-il, mi-sérieux, mi-incrédule. Élodie haussa les épaules. « Non, j'ai juste voulu comprendre pour qui je travaillais. » Un silence suivit. Puis Adrien dit « Tu as bien fait. Moi, j'ai arrêté de regarder derrière moi. C'est pour ça qu'ils sont entrés. » Ils sortirent enfin de la remise. Le jardin était plongé dans l'ombre. Ils avancèrent rapidement, rasant les murs, franchissant les buissons sans bruit. Lorsqu'ils atteignirent l'arrière du terrain, Élodie pointa une petite ouverture dans la clôture, camouflée par un treillis de plantes grimpantes. C'était une sortie de secours, utilisée autrefois par les jardiniers. Ils l'empruntèrent, débouchant dans une ruelle étroite menant à la propriété voisine. Le nom de Julien Charvet hantait encore l'esprit d'Adrien. Il se rappelait leurs disputes, leurs rêves communs, les nuits blanches passées à coder, à créer, à croire. Il se rappelait aussi la froideur avec laquelle Julien avait nié les détournements de fonds, l'arrogance avec laquelle il avait tenté de le discréditer. Et maintenant, cette même arrogance revenait, armée, déterminée, plus dangereuse que jamais. À travers la haie, Adrien aperçut la maison du voisin. Une lumière était allumée au rez-de-chaussée. Élodie murmura « C'est Monsieur Fournier. Il est retraité de la police. Peut-être qu'il pourra nous aider. » Adrien hésita. Entrer chez quelqu'un à cette heure, sans prévenir, avec des poursuivants armés potentiellement à leur trousse. C'était risqué, mais rester dehors l'était encore plus. Ils traversèrent la ruelle, enjambèrent un petit portail et s'approchèrent de la porte. Adrien frappa doucement. Une première fois, rien, puis une deuxième. Cette fois, une silhouette apparut derrière la vitre. Un homme d'une 60aine d'années, cheveux gris, regard alerte. Il ouvrit prudemment. Adrien s'avança. « Je suis Adrien Morel. Il se passe quelque chose de très grave chez moi. Nous avons besoin d'aide. » Monsieur Fournier les fit entrer sans poser de questions. Il referma la porte, verrouilla, puis les guida vers le salon. Adrien raconta tout, rapidement, sans détails inutiles. L'intrusion, les micros, le sabotage, le non entendu. Fournier écoutait sans interrompre, hochant parfois la tête. Lorsqu'Adrien mentionna Julien Charvet, il eut un mouvement de sourcil. Il connaissait ce nom. « J'ai travaillé sur une enquête le concernant il y a des années. Blanchiment, transferts offshore, mais rien n'a abouti. Trop d'intermédiaires, trop de zones grises. Il est malin. S'il est derrière tout ça, vous avez affaire à quelqu'un qui ne recule devant rien. » Adrien acquiesça. Il le savait déjà. Mais entendre ces mots de la bouche d'un ancien policier ne faisait que confirmer ses pires craintes. Julien n'était pas seulement revenu dans sa vie, il l'avait infiltré, pièce par pièce, mot par mot. Et maintenant, il fallait réagir, avant qu'il ne soit trop tard.
Le salon de M. Fournier baignait dans une lumière tamisée, et l'atmosphère, bien que plus rassurante que celle de la maison d'Adrien, restait saturée de tension. Adrien fixait un point invisible au mur, son esprit tentant de démêler les fils d'un complot qui, jusqu'à quelques heures auparavant, lui aurait semblé digne d'un scénario paranoïaque. Élodie, assise sur le bord du fauteuil, regardait fixement la fenêtre. Elle ne cessait de rejouer chaque son, chaque mouvement suspect entendu dans la maison, comme pour vérifier s'il lui avait échappé quelque chose. Monsieur Fournier, quant à lui, avait sorti un vieux carnet de notes à spirale, dans lequel il griffonnait à mesure que les informations s'alignaient dans son esprit méthodique. Adrien tenta une nouvelle fois d'allumer son téléphone portable, espérant capter un signal de secours, mais l'écran restait obstinément vide de toute connexion. Fournier, en observant l'appareil, hocha la tête. S'ils ont utilisé un brouilleur, ce n'est pas un jouet. Le genre de matériel capable de bloquer les signaux sur une zone aussi large est illégal, mais pas introuvable pour qui a des contacts. Cela prouve qu'ils ont agi avec méthode et qu'ils étaient prêts à faire durer leur opération. Ces mots résonnèrent d'un écho glacé dans l'esprit d'Adrien, car s'ils étaient prêts à rester, cela signifiait qu'ils attendaient quelque chose ou quelqu'un. Ce n'était pas un simple pillage. Ils n'étaient pas venus, puis partis. Ils étaient encore là. Et s'ils attendaient, c'était lui qu'ils visaient. Ce n'était pas un cambriolage opportuniste, c'était une embuscade. Monsieur Fournier se leva et se dirigea vers une armoire encastrée dans le mur. Il en sortit un boîtier métallique contenant un petit écran noir et quelques câbles qu'il connecta rapidement à une antenne posée sur le rebord de la fenêtre. L'écran clignota, puis afficha une série d'ondes. C'est un scanner de fréquences. Avec ça, je peux capter les signaux de radio, micro sans fil et parfois même les communications entre talkies-walkies. Voyons s'il parle. Il ajusta le réglage et une suite de grésillements envahit la pièce. Puis, au milieu du bruit blanc, une voix surgit, lointaine mais audible. Toujours rien, il n'est pas encore là, on attend confirmation. Le cœur d'Adrien se serra. Les intrus ignoraient qu'il était revenu. Le brouilleur avait coupé tout signal entrant ou sortant et personne ne les avait vus quitter la maison. Ils croyaient encore que la maison était vide. Ils l'attendaient. Pire, ils avaient préparé une embuscade dont ils devaient être la cible principale. S'ils n'étaient pas rentrés plus tôt que prévu, il aurait pu entrer dans un piège soigneusement orchestré. Élodie, entendant cela, se leva d'un bond. Ils nous attendent, mais ils ne savent pas que nous savons. On peut les prendre à leur propre jeu. Adrien se tourna vers elle. Il la regarda intensément. Elle n'avait pas peur. Elle était concentrée, précise. Elle avait traversé ces dernières heures sans faillir, guidée par une sorte de lucidité que lui-même avait du mal à maintenir. Il sentit une vague d'admiration grandir en lui, discrète mais sincère. Elle avait vu ce qu'il n'avait pas vu. Elle avait agi quand il aurait douté. Elle avait fait preuve d'un courage que bien peu auraient eu. Monsieur Fournier reprit la parole. « Si vous êtes d'accord, je peux essayer de capter leurs mouvements depuis l'extérieur. J'ai installé il y a quelques années un vieux système de caméras sur ma clôture. Elles ne couvrent pas l'intérieur de votre propriété, mais elles ont une vue partielle sur le jardin arrière et l'entrée latérale. Si l'un d'eux bouge, je le saurai. » Adrien acquiesça. C'était peu, mais c'était mieux que rien. Pendant ce temps, Élodie ouvrit un tiroir contenant une carte de la propriété. Elle l'étudia attentivement puis désigna plusieurs points à Adrien. « Voici les endroits où j'ai trouvé les micros. Voici les pièces que je n'ai pas eu le temps de fouiller. Et voici surtout les zones aveugles, les coins que la plupart des caméras de surveillance interne n'atteignent pas. S'ils se cachent, ils sont probablement là. » Adrien la suivait du doigt, visualisant mentalement chaque recoin. Sa maison était devenue un échiquier, et il devait penser chaque mouvement comme une partie à mort. Monsieur Fournier revint, une tablette à la main. Sur l'écran, plusieurs vignettes montraient les abords de la maison d'Adrien. Dans l'une d'elles, un homme vêtu de sombre apparut brièvement, contournant les haies, puis s'accroupissant près de l'une des fenêtres. Il n'entra pas. Il attendit, comme s'il faisait le guet, ou comme s'il attendait un signal. Le visage était partiellement masqué par une capuche, mais la posture trahissait une certaine discipline, presque militaire. « Il y en a au moins 2 à l'extérieur », déclara Fournier. « Ce qui signifie qu'il y en a peut-être encore à l'intérieur. » Adrien serra les poings. Il ne pouvait pas abandonner sa maison. Il ne pouvait pas laisser ses hommes détruire ce qu'il avait reconstruit depuis l'effondrement de sa première entreprise. Il ne s'agissait plus seulement de secrets volés, ni même de vengeance,
C'était une question de dignité, de principe. Élodie posa une main sur son bras. Elle ne dit rien, mais son regard suffisait. Elle était là, pas comme employée, pas comme spectatrice, mais comme alliée. Ensemble, ils avaient survécu aux premières heures de cette nuit étrange. Ensemble, ils affronteraient ce qui viendrait. Un bruit sourd retentit alors dans la rue. Une voiture venait de s'arrêter non loin. Fournier éteignit les lumières. Tous trois se figèrent. À travers les persiennes, ils aperçurent une silhouette sortir du véhicule. Elle ne s'approcha pas. Elle regarda en direction de la maison d'Adrien, puis consulta un téléphone. Après quelques instants, elle remonta dans la voiture et repartit. Aucun mot n'avait été échangé. Aucun geste brusque. Tout était contrôlé, calculé. Adrien comprit alors que l'opération n'était pas isolée. C'était un réseau. Peut-être engagé par Julien, peut-être opérant à son insu, mais un réseau néanmoins. Et s'il voulait reprendre le contrôle, il devrait frapper vite, fort et sans hésitation. Dans la nuit lyonnaise, tandis que les lampadaires diffusaient une lumière pâle, les trois alliés improvisés mirent au point leur stratégie. Le temps des doutes était révolu. La maison n'était plus seulement un domicile, elle était devenue un champ de bataille. Et les prochaines heures décideraient de bien plus qu'un simple affrontement. Elles décideraient de l'avenir d'Adrien, de la vérité sur Julien et du rôle inattendu qu'Élodie s'apprêtait à jouer dans cette lutte de pouvoir aussi invisible que violente. La maison d'Adrien Morel, autrefois sanctuaire d'ordre et de contrôle, s'était transformée en un territoire occupé. Chaque pièce représentait désormais un risque, chaque porte un potentiel piège, chaque silence une attente dissimulée. Depuis la sécurité temporaire du domicile de M. Fournier, Adrien et Élodie avaient compris qu'ils ne pouvaient plus rester sur la défensive. Leurs adversaires, organisés et méthodiques, agissaient avec une efficacité redoutable. Le seul avantage qu'ils possédaient encore résidait dans leur invisibilité momentanée. Les intrus ignoraient que leur proie avait échappé à l'embuscade, qu'ils n'étaient plus maîtres de la situation. Ce mince avantage devait être exploité, et vite. Adrien, les yeux rivés sur la carte de la maison qu'Élodie avait dessinée à la main, traça des itinéraires avec le doigt, cherchant le point de rupture dans le dispositif de leurs ennemis. Élodie, toujours aussi concentrée, indiquait les conduits secondaires, les accès techniques, les points aveugles des caméras de surveillance interne. M. Fournier, qui manipulait encore son ancien système de monitoring, confirma que plusieurs zones n'étaient pas couvertes par les caméras extérieures. Il s'agissait notamment du jardin arrière, du flanc droit de la maison et de l'ancien passage de maintenance. « Si on entre par la serre, personne ne nous verra arriver », murmura Élodie. Les caméras ont été tournées vers l'avant et l'arrière est devenu une zone aveugle. Adrien hocha la tête. Ce serait risqué mais nécessaire. Ils avaient besoin d'accéder au cœur du système de sécurité de la maison. Une pièce située entre le bureau et la salle technique, conçue pour être invisible au plan classique. Il s'agissait d'un compartiment secret que lui seul et son ancien ingénieur en cybersécurité connaissaient. S'il pouvait y accéder, il pourrait non seulement relancer les alarmes internes, mais aussi activer une fonction spéciale, un protocole d'urgence permettant d'envoyer un signal silencieux à une ligne dédiée de la police, utilisée uniquement en cas de tentative de cyberintrusion à haut risque. Ils quittèrent la maison de M. Fournier à 3 heures du matin. Les rues étaient désertes, silencieuses, baignées par la lumière froide des lampadaires. En contournant les haies et les clôtures, ils atteignirent la limite de la propriété par le jardin arrière. L'air y était plus humide, chargé du parfum terreux des plantes écrasées. La serre, à moitié ouverte, offrait un accès parfait. En rampant sous le châssis latéral, ils pénétrèrent à l'intérieur sans produire le moindre bruit. À travers les parois de verre embuées, on distinguait à peine la masse sombre de la maison, immobile et menaçante. Adrien ouvrit discrètement une trappe dissimulée derrière une étagère à outils. Celle-ci menait à un couloir de câblage rarement emprunté, qui reliait plusieurs points névralgiques de la maison. Élodie referma derrière eux, étouffant toute trace de passage. Dans l'obscurité presque totale, Adrien avança en tête, comptant les pas, les segments de murs, les croisements. Lorsqu'ils atteignirent la jonction centrale, il s'arrêta. Face à lui, un mur nu. Mais derrière ce mur se cachait la salle de contrôle, accessible seulement par un mécanisme d'empreinte biométrique dissimulé dans un cadre.
Il effleura une dalle avec le doigt. Un petit clic résonna, à peine perceptible. La paroi glissa latéralement, dévoilant un espace étroit éclairé par la lueur bleutée de plusieurs écrans de contrôle encore actifs. La salle n'avait pas été découverte par les intrus. Elle fonctionnait encore. Adrien se précipita vers le panneau principal et inséra une clé cryptographique dans un port dissimulé. Le système réagit immédiatement, lui offrant l'interface du protocole d'urgence. Il entra un code, valida, puis activa la commande. Une alarme silencieuse, acheminée directement à une unité spécialisée de la gendarmerie, venait d'être déclenchée. D'ici 15 minutes, une équipe d'intervention serait en route, sans qu'aucune sirène n'annonce leur arrivée. Mais Adrien n'avait pas l'intention d'attendre passivement. Il accéda ensuite au sous-système de contrôle environnemental. La maison était équipée d'un réseau de lumière LED intelligente, de haut-parleurs encastrés, de détecteurs thermiques et de projecteurs dissimulés. Il programma une séquence. D'abord extinction totale des lumières, puis déclenchement d'un éclairage stroboscopique dans les couloirs principaux, accompagné d'un son basse fréquence désorientant. L'objectif était simple, faire croire à un dysfonctionnement majeur, désorienter les intrus, les forcer à se déplacer, à se dévoiler. Lorsque le système fut prêt, Adrien donna un simple regard à Élodie. Elle hocha la tête. Il appuya sur le bouton. Instantanément, la maison plongea dans une obscurité totale. Puis une lumière blanche et violente jaillit dans les couloirs, pulsée par intermittence, tandis qu'un grondement sourd se mit à vibrer dans les murs. Les détecteurs de mouvement, réactivés par le protocole, commencèrent à afficher des signaux sur les écrans. Un intrus dans le hall, un autre dans la salle à manger, un troisième en mouvement vers l'escalier. Ils étaient bien là. 3 hommes, toujours armés probablement, mais désormais désorganisés. Depuis la salle de contrôle, Adrien guida leur déplacement. Il indiqua à Élodie un passage par le couloir du sous-sol qui leur permettrait de rejoindre le garage sans croiser les intrus. En parallèle, il désactiva les verrous de certaines portes pour créer des chemins de fuite apparents. Il voulait les faire bouger, les pousser à l'erreur. Chaque déplacement, chaque ouverture de porte était calculée pour semer la confusion. Dans le garage, Élodie activa manuellement le moteur du portail automatique, provoquant un grondement qui résonna dans toute la maison. Les intrus, croyant à une tentative d'évasion, se dirigèrent vers la sortie. C'est ce qu'Adrien attendait. Les caméras confirmèrent leur regroupement dans le hall. Il enclencha alors la phase finale du plan. Déclenchement du système d'irrigation automatique à l'intérieur. De puissants jets d'eau jaillirent du plafond, trempant les sols et les murs, créant un environnement glissant, incontrôlable. Pris de panique, 2 des intrus chutèrent, l'un se blessant visiblement à la jambe. Le troisième, plus alerte, se précipita vers la porte principale, forçant le verrou. Mais à cet instant précis, une lumière bleue clignota à l'extérieur. Des silhouettes en uniforme envahirent la cour. L'équipe d'intervention était arrivée. Adrien observa depuis les écrans la scène qu'il n'aurait jamais cru possible. Les hommes qui avaient envahi son intimité, fouillé ses secrets, désorganisés, pris au piège, désarmés un à un par les forces de l'ordre. Il resta figé, le souffle court, pendant qu'Élodie, encore tremblante mais debout, regardait l'écran avec une expression qu'il ne lui connaissait pas. Pas de soulagement, pas de triomphe, mais une vigilance intacte, parce qu'elle savait, tout comme lui, que cette victoire, bien que nécessaire, n'était pas encore la fin. Il manquait une pièce dans ce puzzle, une présence absente, une voix derrière tout cela, car les hommes capturés n'étaient pas les cerveaux, ils n'étaient que les mains. Le cerveau, lui, n'avait toujours pas été vu, mais Adrien connaissait déjà son nom, Julien Charvet, et désormais c'était lui qui allait devoir répondre. Le grondement du portail automatique résonnait encore dans les murs de la maison lorsque les agents de l'unité d'intervention prirent position dans le hall, armes levées, gestes nets, voix brève. En quelques instants, les 2 intrus à terre furent maîtrisés, menottés, puis isolés dans 2 pièces séparées. L'un d'eux, blessé à la jambe, geignait doucement, tentant de s'expliquer dans un français hésitant. L'autre, plus silencieux, gardait les lèvres closes, comme s'il s'était préparé à ce moment. Adrien observait la scène depuis la salle de contrôle, son regard se portant d'un écran à l'autre avec une intensité farouche. Mais un détail capta soudain son attention, le figeant d'un seul coup. Sur le plan de la maison, une silhouette isolée se déplaçait dans l'aile ouest. Le système de détection thermique, réactivé par le protocole d'urgence,
identifiait clairement une présence humaine encore active. Adrien augmenta le zoom. Un homme, seul, marchait rapidement vers la serre. Le troisième intrus, celui qui n'avait pas encore été localisé. Celui qui, à la faveur de la confusion provoquée par le plan de diversion, avait profité du chaos pour s'échapper. Mais ce n'était pas tout. Dans sa main, on distinguait une forme rectangulaire, obscure, qu'Adrien reconnut immédiatement. Le disque dur externe, celui contenant les données cryptées, les contrats confidentiels, les maquettes de projets encore inédits. Il comprit alors que l'opération entière n'avait été qu'un leurre, un théâtre de faux chaos destiné à couvrir l'évasion du seul homme qui comptait. Il se leva d'un bond, criant presque « Il y en a un qui s'enfuit !» Élodie, encore essoufflée par les manœuvres précédentes, réagit immédiatement. Sans même attendre les instructions des forces de l'ordre, elle ouvrit la trappe menant au couloir secondaire, celui qui longeait la serre depuis l'extérieur. Adrien voulut l'arrêter, mais elle le regarda avec détermination. « Je connais ce passage, je peux le devancer. » Elle disparut dans l'ombre, la lampe torche entre les dents, les mains prêtes à se défendre avec la même pince multifonction qu'elle n'avait pas quittée depuis le début. Adrien la suivit à distance, communiquant en parallèle avec l'équipe d'intervention par l'interface interne. Une unité fut dépêchée vers la serre, mais il savait qu'ils arriveraient trop tard. Seule Élodie, avec sa connaissance instinctive des lieux, avait une chance de couper la fuite. Le couloir exigu se resserrait à mesure qu'elle progressait. La pluie qui avait commencé à tomber s'infiltrait par les interstices, rendant le sol glissant. Ses chaussures perdaient régulièrement l'adhérence, mais elle ne ralentissait pas. Elle savait qu'elle devait atteindre l'autre extrémité avant lui. Un faux pas, un retard, et l'homme serait dans la rue, au volant d'un véhicule qui l'attendait peut-être. Elle accéléra, tournant brusquement à gauche, puis à droite, s'approchant du débouché sur la cour arrière. C'est alors que tout bascula. En posant le pied sur une dalle disjointe, elle perdit l'équilibre. Son pied glissa latéralement, puis elle chuta lourdement sur le côté. Un craquement sec résonna dans la nuit. Une douleur fulgurante envahit sa cheville. Elle savait ce que c'était, une entorse, peut-être même pire, mais elle ne cria pas. Elle se mordit la lèvre jusqu'au sang, refusa de céder à la panique. À quelques mètres à peine, elle apercevait déjà la silhouette de l'intrus, progressant dans la pénombre, le disque dur serré contre lui. Adrien, de son côté, assistait à la scène sur les écrans de la salle de contrôle. Il vit Élodie tomber. Il vit l'homme se rapprocher du portail, et il comprit que cette fois, la technologie ne suffirait pas. Il arracha son oreillette, se rua hors de la pièce, traversa les couloirs en courant, manqua de trébucher dans l'escalier, puis rejoignit le couloir par une porte de service qu'il déverrouilla à la main. Il courut dans la nuit, glissant dans la boue, heurtant les branches. Lorsqu'il aperçut enfin Élodie, elle était au sol mais levait encore un bras comme pour indiquer la direction. Il s'élança sans hésiter. L'homme courait déjà vers le fond du jardin. Il avait gagné quelques secondes précieuses. Adrien cria, mais ce cri ne fit que précipiter la fuite de l'intrus. Ce dernier tenta d'escalader la clôture, mais à mi-chemin, une voix retentit dans la nuit. « Halte! Gendarmerie !» Une unité venait d'arriver de l'autre côté, guidée par les instructions qu'Adrien avait envoyées depuis le centre de contrôle. L'homme, pris au piège, hésita. Un éclair de lumière dévoila son visage. Jeune, visiblement stressé, pas un professionnel. Adrien comprit que Julien n'avait pas engagé des criminels aguerris. Il avait recruté des exécutants désespérés. Profitant de son hésitation, Adrien fonça sur lui. L'impact fut brutal. Ils roulèrent au sol, luttant dans la boue, chacun tentant de désarmer l'autre. Le disque dur vola quelques mètres plus loin, éclaboussé de terre. L'homme donna un coup de poing, qu'Adrien para, puis tenta de s'échapper. Mais deux gendarmes surgirent, l'encerclant, le plaquant au sol avec une précision froide. L'instant suivant, il était menotté, immobilisé. Adrien se releva lentement, couvert de boue et de sueur. Il ramassa le disque dur, vérifia qu'il était intact. Puis, sans un mot, il retourna auprès d'Élodie. Elle tentait de se redresser, les traits crispés de douleur. Lorsqu'elle le vit, elle soupira de soulagement. Il s'agenouilla à ses côtés, posa une main sur son épaule. « Tu aurais pu te tuer », dit-il d'une voix basse. Elle sourit faiblement. « Toi aussi ». Il l'aida à se relever doucement, en prenant soin de ne pas appuyer sur sa cheville. Elle s'agrippa à son bras et ensemble,
Ils retournèrent vers la maison. Une ambulance fut appelée. Élodie fut prise en charge immédiatement. La radio indiquait que les 3 hommes étaient en garde à vue. L'un d'eux avait déjà commencé à parler. Le nom de Julien Charvet avait été mentionné, mais de manière indirecte, sous forme de pseudonyme ou de code. Ce n'était plus qu'une question de temps avant que les preuves ne soient consolidées. Adrien resta silencieux pendant les procédures. Il observait chaque geste, chaque visage, tentant de comprendre l'ampleur réelle du plan qui avait failli détruire sa vie. Il n'était pas seulement la cible d'un vol. Il était la victime d'une guerre personnelle, menée dans l'ombre par un homme qu'il avait un jour considéré comme un frère. Élodie, allongée sur le brancard, le regarda une dernière fois avant d'être emmenée. Il s'approcha. Elle murmura « Tu ne peux plus ignorer ce qui s'est passé. Il reviendra, d'une manière ou d'une autre. » Adrien acquiesça. « Je sais, mais la prochaine fois, il me trouvera prêt. » Et tandis que les gyrophares éclairaient encore les façades et que les dernières équipes quittaient les lieux, Adrien regarda la maison. Elle ne serait plus jamais la même. Mais il ne serait plus jamais le même non plus. La nuit s'étirait dans une étrange lenteur, comme si le temps lui-même refusait de reprendre son cours normal. Le tumulte des événements, le chaos contenu de l'embuscade, les arrestations, la lutte dans le jardin, tout cela laissait derrière lui une traînée de silence suspendu, plus lourde encore que les cris ou les alarmes. La maison, désormais partiellement illuminée par les projecteurs de la police technique, ressemblait à une scène de théâtre abandonnée, ses murs marqués par l'intrusion, ses couloirs imprégnés du souffle de ce qui venait de s'y jouer. Adrien, debout à l'écart, regardait fixement la silhouette du véhicule d'urgence s'éloigner lentement, emportant Élodie vers l'hôpital. Il ressentait une étrange sensation de vide. Comme si, une fois l'action achevée, il ne restait plus que des ruines à contempler. Mais il n'eut guère le temps de s'enfoncer dans cette torpeur. Une voix familière se fit entendre dans son dos. « Elle est vive, cette fille. Sans elle, vous seriez probablement entre 4 planches. » C'était Monsieur Fournier. Il se tenait à la limite du portail, un manteau sur les épaules, les yeux cernés mais vifs. Il tenait un vieux talkie-walkie dans une main, probablement encore relié au système de surveillance qu'il avait réactivé pour l'occasion. Adrien acquiesça, sans répondre tout de suite. Il savait que le vieil homme disait vrai. Sans Élodie, rien de ce qu'il avait fait ce soir-là n'aurait été possible. Il n'aurait même pas eu le temps de comprendre qu'il était en danger. « Elle a pris des risques que même les flics évitent », ajouta Fournier. « C'est rare, et c'est pas juste de l'instinct. C'est de l'intelligence. » Il marqua une pause, puis baissa la voix. « Mais ce qui m'inquiète, c'est ce qui va suivre. Vous croyez qu'ils vont s'arrêter là ?» Adrien le fixa longuement. Il n'avait pas de réponse. Il savait que Julien Charvet était trop orgueilleux, trop méthodique pour abandonner après un seul échec. Ce n'était pas dans sa nature. Il allait soit nier toute implication, soit préparer une autre attaque, plus sournoise, plus insidieuse. Et il fallait s'y préparer dès maintenant. Ils regagnèrent l'intérieur de la maison par une entrée secondaire. Les agents avaient terminé leur inspection initiale et laissé en place plusieurs scellés de sécurité. Adrien remarqua que les techniciens en cybersécurité récupéraient déjà les équipements saisis, dont les micros découverts plus tôt par Élodie. Les dispositifs étaient tous de fabrication étrangère, certains d'origine israélienne, d'autres russes. Du matériel professionnel, utilisé dans des opérations de renseignement avancées. La question n'était plus de savoir si Julien Charvet avait les moyens de commander une telle intrusion, mais pourquoi il l'avait fait maintenant, après tant d'années de silence. Dans le salon, Adrien s'assit lourdement. Monsieur Fournier restait debout, feuilletant les premières notes transmises par un officier. Il lut à voix haute, presque pour lui-même, 3 hommes, 2 Français, 1 Belge. Aucune arme à feu retrouvée sur place, mais traces de démontage. L'un d'eux a travaillé pour une société de sécurité privée dissoute il y a 6 mois. Un autre a un casier pour intrusion informatique. Le 3e, rien, aucun antécédent. Il leva les yeux vers Adrien. C'est du mercenariat, du sur-mesure. On les recrute, on les paie, on les fait disparaître. Adrien se leva lentement, puis traversa la pièce pour ouvrir un coffre mural qu'il n'avait pas encore inspecté. À l'intérieur, ses documents juridiques personnels, ses identifiants sécurisés, et une série de contrats en cours de négociation. Rien ne semblait avoir été touché, mais cela n'avait plus vraiment d'importance. Ce qui avait été volé allait bien au-delà de documents physiques. C'était sa réputation, sa sécurité, son cercle de confiance.
tout ce qui le tenait éloigné du monde qu'il avait fui après l'échec de sa première entreprise. Il regarda à nouveau M. Fournier. « Vous avez dit que vous aviez travaillé sur une affaire impliquant Julien Charvet ?» L'homme acquiesça. « Il y a des années. En tant que consultant pour une unité de lutte contre la fraude, il était dans le viseur à cause de transferts bancaires suspects entre ces différentes structures. Des montages offshore, des sociétés écrans. Il avait de quoi se faire coincer, mais il était toujours un pas en avance. Quelqu'un le couvrait, j'en suis persuadé. Un homme comme lui ne survit pas aussi longtemps sans réseau. » Adrien s'assit à nouveau, l'esprit agité. Il se remémora les débuts avec Julien. L'enthousiasme des premières lignes de code, les nuits blanches à bâtir une vision, l'ambition commune, puis les doutes, les réunions à huis clos, les divergences stratégiques. Et enfin, la trahison. Julien avait détourné des fonds, vendu des informations à un concurrent, tenté de faire passer Adrien pour responsable. Il n'avait jamais payé pour cela. La justice avait tranché en faveur d'Adrien, mais sans condamnation pénale. Julien avait disparu, mais jamais très loin. Et ce soir, il avait tenté de frapper là où cela ferait le plus mal. Fournier s'assit en face de lui. « Vous devez comprendre une chose. Ce genre de type ne fonctionne pas comme nous. Pour lui, ce n'est pas une simple vengeance, c'est une stratégie. Il a probablement d'autres cibles, d'autres actions en préparation. Vous êtes une pièce dans son jeu. » Adrien acquiesça. Il le savait. Il l'avait toujours su, quelque part, sans vouloir se l'avouer. Il avait préféré enterrer le passé, reconstruire ailleurs, faire comme si les fondations nouvelles suffisaient. Mais il était revenu. Et il avait frappé fort. Un jeune officier entra alors dans le salon. Il portait un document. Monsieur Morel, l'un des suspects, parle. Il dit qu'il a été engagé via une agence de cybersécurité fictive, basée à Genève. Il n'a jamais rencontré l'employeur en personne. Tout s'est fait par message crypté. Mais il affirme avoir entendu un nom ou un surnom. Le repreneur. Ça vous dit quelque chose? Adrien blêmit. Ce surnom, il l'avait entendu autrefois. Julien l'utilisait dans des forums obscurs, des communautés privées, où il intervenait sous couvert. Un pseudonyme arrogant qui lui allait trop bien. Le policier nota la réaction d'Adrien. « Nous allons enquêter plus profondément, mais ce nom est associé à d'autres opérations de sabotage numérique. C'est peut-être plus vaste que ce que nous pensions. » Adrien le remercia. Lorsqu'il se retrouva seul avec M. Fournier, il se leva et déclara « J'en ai assez de fuir. Demain, je vais exposer publiquement ce qui s'est passé. Nom, méthode, preuves. Je ne vais plus lui laisser l'ombre comme refuge. » Le vieil homme esquissa un sourire. « Ce sera risqué, mais c'est peut-être la seule façon de l'obliger à sortir de son trou. » Et alors que la nuit s'achevait enfin, que les premières lueurs grises de l'aube pointaient à l'horizon, Adrien comprit qu'il n'était plus seulement une victime. Il devenait acteur de sa propre riposte. Et avec la vérité comme arme, il comptait bien mettre fin, une fois pour toutes, à la guerre silencieuse que Julien Charvet avait déclenchée. Le jour n'était pas encore levé, mais l'agitation dans la maison d'Adrien Morel ne faiblissait pas. Tandis que les gendarmes poursuivaient leurs investigations, fouillant les moindres recoins à la recherche de nouveaux indices, Adrien restait cloîtré dans le silence de son bureau temporaire, transformé en quartier général improvisé. La pièce était encombrée de documents saisis, de câbles, d'appareils de surveillance démontés, de rapports préliminaires posés en désordre. Son regard allait d'un dossier à l'autre sans vraiment lire. Il attendait. Il savait que quelque chose n'était pas encore terminé. Une sensation sourde, presque viscérale, l'avertissait que la confrontation finale n'avait pas encore eu lieu. À l'hôpital, Élodie avait été diagnostiquée avec une entorse sévère mais sans fracture. Le médecin avait prescrit du repos strict, mais elle avait insisté pour rester en contact avec Adrien. Malgré la douleur, elle échangeait avec lui par messages cryptés, conseillant, signalant des incohérences, lui rappelant certains éléments qu'elle seule avait notés pendant les jours précédents. Son rôle ne s'était pas arrêté à son transport en ambulance. Même allongée, elle restait lucide, vigilante, active. Adrien, relisant l'un de ses messages, fronça les sourcils. Elle lui rappelait une observation faite la veille, qu'elle n'avait pas pu développer sur le moment. Un petit changement dans l'agencement du garage. Quelque chose de subtil. Un objet déplacé. Un outil manquant. À l'époque, cela lui avait semblé anodin. Mais dans le contexte d'une attaque si bien orchestrée, plus aucun détail ne pouvait être ignoré.
Il quitta son bureau d'un pas rapide, traversa la maison en évitant les couloirs trop fréquentés par les enquêteurs et descendit vers le garage. La lumière halogène s'alluma automatiquement à son passage, révélant l'espace vaste et ordonné qu'il connaissait si bien. Ou plutôt, qu'il pensait connaître. Il parcourut les étagères du regard, cherchant une dissonance, une trace. Il lui fallut moins d'une minute pour comprendre. Une trappe d'entretien, généralement fixée par 2 verrous, avait été dévissée. Très légèrement, presque imperceptiblement. Quelqu'un s'y était glissé, et cette personne n'avait pas été capturée avec les autres. Son cœur accéléra brutalement. Adrien s'agenouilla, approcha son oreille de l'ouverture. Aucun bruit. Il s'arma d'une lampe torche, éclaire l'intérieur. Le tunnel technique sous le garage menait vers l'ancien local des chaudières, désormais inutilisé. Un espace oublié que même les plans officiels ne mentionnaient plus. Adrien se releva, recula doucement et activa discrètement le bouton d'ouverture du portail. Le grondement mécanique emplit la pièce. Il voulait créer une diversion, donner l'illusion d'une nouvelle sortie. Si quelqu'un se cachait là-dessous, il le ferait réagir. Et c'est exactement ce qui se produisit. À peine 5 secondes plus tard, un cliquetis résonna derrière lui. Adrien se retourna et vit à moins de 3 mètres un homme bondir hors de la trappe. Il portait une veste noire, un sac à l'épaule. Ses traits étaient jeunes, mais son regard était dur. Il n'hésita pas. Il se jeta sur Adrien avec une violence sèche, projetant son adversaire contre l'armoire métallique du mur. Le choc fut brutal. Adrien sentit une douleur vive dans l'épaule, mais il ne lâcha pas prise. Il contre-attaqua par réflexe, utilisant le poids de son corps pour déséquilibrer l'intrus. Ils roulèrent au sol, se battant avec une énergie féroce. Aucun des deux ne parlait. Aucun mot ne fut échangé. Seuls les souffles courts, les coups sourds, les râles d'effort remplissèrent l'espace. Dans le tumulte, le sac de l'intrus glissa. Une partie de son contenu se répandit sur le sol. Parmi les objets, Adrien reconnut immédiatement une série de clés USB, un téléphone crypté et un badge. Il n'eut pas le temps de lire le nom, car l'homme se redressa et tenta de s'échapper. Adrien le suivit de près. L'homme atteignit le boîtier du portail, tenta de forcer le mécanisme. Mais à cet instant, Élodie envoya un message d'alerte via l'application de sécurité. Adrien, recevant la vibration dans sa poche, ouvrit le téléphone et lut en un éclair « L'alarme de secours n'a pas été déclenchée. Il y en avait un 4e. Il va fuir. Attention au garage. » Il leva la tête. Trop tard. L'homme avait actionné manuellement le levier d'urgence. Le portail commençait à s'ouvrir. Une voiture grise surgit de l'allée, moteur déjà allumé, conduite par un complice. Adrien comprit que c'était leur dernière chance. Sans réfléchir, il ramassa un objet au sol, un outil lourd, et le lança de toutes ses forces vers le levier de blocage du portail. L'impact fut suffisant. Le mécanisme se bloqua. Le portail s'arrêta net, à mi-course. L'homme tenta de ramper sous l'ouverture, mais un gendarme, alerté par le bruit, surgit à cet instant précis et le saisit par les jambes. Il l'arracha de sous le portail, le plaqua au sol. Le complice au volant fit marche arrière brusquement, disparut dans la nuit sans être poursuivi. Le silence revint peu à peu. Adrien, haletant, observa la scène. Le 4e homme, celui que personne n'avait détecté jusque-là, était maintenant menotté, maîtrisé. Dans son sac, les techniciens retrouvèrent des duplicata de fichiers sensibles, des dispositifs d'espionnage non identifiés et un enregistrement audio contenant une conversation entre Adrien et un ancien partenaire d'affaires. Une preuve irréfutable que l'objectif n'était pas uniquement la destruction, mais aussi le chantage et la manipulation future. Plus tard, dans la maison redevenue calme, Adrien s'entretint longuement avec les enquêteurs. Grâce à l'intervention d'Élodie, même à distance et à son propre instinct ravivé par la tension, ils avaient intercepté la dernière pièce du puzzle. Mais l'origine du mal n'était pas encore atteinte. Car ce 4e homme, au moment de son arrestation, avait murmuré une phrase que le gendarme en charge rapporta ensuite à Adrien. « Vous n'avez pas encore entendu la vraie voix, celle qui dirige. » Adrien comprit alors que ce n'était pas la fin, mais l'ultime avertissement. Julien Charvet n'avait pas seulement lancé une attaque physique, il avait entamé une guerre de symboles, de silence et de domination. Et si Adrien voulait survivre à ce jeu, il devait désormais penser comme un stratège. Comme un homme traqué mais lucide.
et peut-être pour la première fois comme un chasseur. Les lumières des gyrophares clignotaient encore dans la cour de la propriété d'Adrien lorsque les agents de la gendarmerie procédèrent aux derniers interrogatoires sur place. Le jardin, transformé en terrain d'opération, portait les traces de la lutte. Les empreintes boueuses sur la pelouse, les gouttes d'eau projetées par le système d'irrigation automatique, les capsules de café esselées dans la remise qui, jusqu'à quelques heures auparavant, n'avaient jamais servi qu'à entreposer des outils. Adrien se tenait à l'écart, appuyé contre un vieux banc en bois verni, observant l'écho de ce chaos se dissiper. Élodie, assise sur une civière à proximité, lançait des regards à la pelouse, aux haies, aux zones où ils avaient combattu. Elle avait reçu de l'aide médicale, entorse confirmée, traitement appliqué, mais elle refusait encore d'être éloignée du champ d'action. Derrière la scène officielle se jouait une autre vérité, celle d'un assaut qui ne se limiterait pas à des arrestations. C'était une guerre sensorielle, psychologique. Et Adrien savait que l'intrus qui courait encore contenait la pièce manquante du puzzle. C'est alors que l'un des techniciens de la cellule numérique s'approcha d'Adrien, tenu à l'écart des conversations policières, mais libre d'écouter, parce qu'il était le propriétaire de la cible. Il lui remit une clé USB plastifiée, trouvée à proximité du disque dur récupéré, couverte de boue, elle aussi. Il semblerait qu'il ait caché un double aux abords de la maison, peut-être dans le jardin arrière. Les mots résonnèrent. Adrien comprit que ce qu'ils avaient récupéré jusqu'à présent n'était peut-être que la partie visible d'un iceberg. Il regarda le jardin derrière lui, la haie, les fleurs piétinées, la serre évacuée en urgence, semblaient innocentes maintenant. Mais elles avaient été le théâtre d'un jeu d'ombre et de lumière. Guidé par les agents, il entra dans le jardin encore humide, les chaussures freinées par la boue. Il marcha lentement vers l'arrière, longeant la haie jusqu'à un bosquet d'arbustes épais. Là, à moitié dissimulée par des feuilles mortes, une petite trappe métallique était enfoncée dans le sol. Il se figea. « C'était ici », murmura Élodie depuis sa civière. Elle avait relevé ce lieu lors de sa fuite, avait senti que le sol cédait sous son pied, et désormais elle souriait, malgré la douleur. Adrien baissa les yeux, posa sa main gantée sur la trappe et tourna la manivelle. Le couvercle s'ouvrit dans un grincement macabre. Un tunnel d'environ 1 mètre de diamètre s'enfonçait dans la terre, des câbles couleur noire enroulant ici et là comme des intestins d'acier. Il alluma sa lampe torche et descendit prudemment, suivi par 2 gendarmes portant gilets pare-balles. Plus ils avançaient, plus l'atmosphère changeait. Le tunnel était frais, humide, ses parois humides de condensation. Ils arrivèrent à une petite salle creusée avec un panneau mural en acier. Sur celui-ci étaient fixés plusieurs disques durs, des boîtiers en verre circulaires remplis de connexions en cuivre, des gaines marquées SC2, Data. Adrien reconnut l'architecture d'un centre de stockage clandestin. Quelque part sous sa demeure, on lui avait construit une salle d'archives illégale. Une trappe menait à une vanne de ventilation orientée vers l'extérieur, probablement pour évacuer la chaleur ou empêcher la détection acoustique. L'un des techniciens demanda « Combien de temps ça a fonctionné, monsieur Morel ?» Adrien répondit d'une voix basse mais ferme « Au moins 6 mois ». Il se souvenait d'avoir ressenti des sifflements intermittents près des conduits d'aération, d'avoir remarqué des prises d'appareillés différemment, mais sans jamais approfondir. Il regarda Élodie, qui le fixait avec intensité, le visage couvert de traces de fatigue. Ils se regardèrent. Rien n'avait été laissé au hasard. Les disques furent saisis, analysés grâce à la cellule numérique. Ils contenaient des enregistrements, des données brutes, des transcriptions audio, des vidéos. Tout ce que l'attaque avait cherché à capturer. Une voix, claire, en français, répéta dans un fichier « Le directeur doit coopérer. Il est en position de payer. » Un autre fichier mentionnait des chiffres, des pourcentages, des termes financiers codés. Le motif s'éclaircissait. Ce n'était pas seulement une vengeance industrielle. C'était un chantage organisé. Le vol des plans, la surveillance rapprochée, l'intrusion dans l'intimité d'Adrien. Tout s'inscrivait dans un plan global pour le contraindre à abandonner le contrôle de sa société ou à la vendre à moindre prix. Alors qu'il remontait vers la lumière du jardin, les enquêteurs firent sortir l'un des suspects interrogés précédemment. Il était escorté dans la cour, menotté, et ses regards étaient vides. Il les regarda longuement, puis déclara en voix basse « Ma seule erreur a été d'espérer qu'il ne rentrerait pas avant ce matin. » Une confession presque muette,
mais lourde de sens. Adrien serra les poings. Leur plan reposait sur son absence. En rentrant plus tôt que prévu, il avait déjoué une phase cruciale. Il avait retourné la table. Assis à nouveau sur le banc, le froid de la nuit tombant sur sa nuque, Adrien réalisa que même après avoir mis au jour la salle clandestine, même après la capture des intrus, le cauchemar ne s'arrêtait pas. Les disques volés circuleraient peut-être déjà en privé. Le nom de Julien Charvet, son ancien associé, était lié à tout cela, mais ce dernier n'apparaîtrait probablement qu'en arrière-plan, protégé par des écrans, des sociétés écrans, des intermédiaires. Une guerre hybride. Élodie, malgré sa cheville blessée, se redressa légèrement et posa une main sur l'épaule d'Adrien. « On doit gagner », dit-elle simplement. Il hocha la tête. Il n'y avait pas d'autre choix. Et la gravité du geste qu'il s'apprêtait à poser prenait une nouvelle dimension. Il envisagea de faire public ce qu'il avait découvert, d'impliquer les médias, de déclencher une onde de choc dans le secteur de la sécurité numérique. Il avait la vitesse, l'infrastructure, les ressources. Mais il avait besoin d'alliés. Il avait besoin que le monde voie la menace dont il avait été victime. La porte du jardin s'ouvrit soudainement. Un agent posa une main sur l'épaule d'Adrien et dit « Monsieur Morel, l'heure est venue de vous déplacer. Les auditions s'étendent. Vous êtes requis à la gendarmerie centrale dans 1 heure. » Adrien se leva, plissa les paupières, regarda une dernière fois la maison. Le manoir qui avait semblé si inviolable quelques semaines auparavant n'était plus qu'un symbole fracturé, vulnérable. « Suivez-nous », ajouta l'agent. Adrien tourna lentement la tête vers Élodie. Elle sourit en dépit de la douleur. « On continue », dit-elle. « Jusqu'au bout. » Alors qu'il entra dans la voiture de la gendarmerie, il se douta que ce qui allait suivre ne se limiterait pas à une enquête. C'était le point de bascule. Ce soir-là, il avait gagné une bataille réelle. Mais la guerre venait de franchir un seuil. Et dans l'obscurité du jardin, là où les racines de la maison se perdaient, il restait encore des ombres à affronter, des vérités à proclamer, des ennemis à démasquer. Les couloirs de la gendarmerie centrale de Lyon résonnaient de pas feutrés et de murmures étouffés. Dans une salle d'interrogatoire exiguë au mur d'un blanc terne, Adrien s'assit en face de l'un des officiers chargés de l'enquête, son visage marqué par la fatigue accumulée et la tension constante. Un dossier épais avait été posé devant lui. Il contenait des transcriptions, des preuves matérielles, des rapports d'analyse numérique et surtout une ligne directrice claire qui pointait vers une seule cible, Julien Charvet. Pourtant, comme dans toute opération bien menée, il manquait encore la pièce officielle, celle qui lierait formellement son nom à la tentative d'intrusion. Le capitaine Delmas, homme méthodique à la voix grave, ouvrit le dossier sans préambule. « Monsieur Morel, nous avons interrogé les suspects. L'un d'eux, sous pression, a révélé une information capitale. Il affirme que les ordres venaient d'une société de sécurité numérique basée à Genève. Une structure baptisée Veritas Shadows, créée il y a moins d'1 an. Officiellement, elle développe des solutions de cybersécurité. Officieusement, elle a été utilisée comme écran pour planifier l'opération contre votre domicile. » Adrien sentit son cœur se resserrer. Ce nom ne lui était pas familier, mais Genève était un vieux terrain de jeu de Julien. Plusieurs de leurs premières entreprises avaient eu des ramifications en Suisse, et il savait que son ancien associé avait gardé des relations dans le monde opaque des prestataires de technologies grises. Delmas poursuivit. Le bénéficiaire économique de la société Veritas Shadows n'est pas identifiable directement. Mais nous avons remonté plusieurs couches. Des transferts bancaires vers des entités écrans au Luxembourg, puis vers une fondation aux îles Caïmans, et enfin vers un compte personnel dont les traces reviennent à un homme nommé Jérôme Varnier. Ce nom frappa Adrien comme une lame froide. Jérôme Varnier n'était autre que l'ancien bras droit de Julien, un homme discret, intelligent, que personne n'avait soupçonné durant la chute de leur entreprise. Toujours dans l'ombre, toujours loyal jusqu'au fanatisme. Il avait disparu après le procès, mais visiblement il n'avait jamais cessé d'agir dans l'ombre pour son ancien mentor. « Varnier est notre lien direct », dit Delmas. « Il a signé les contrats d'embauche avec les exécutants, loué des serveurs, enregistré des achats de matériel d'espionnage, et il l'a fait en utilisant des identifiants qui, selon toute probabilité, lui ont été fournis par Julien Charvet. » Adrien se redressa. « Vous avez une preuve directe ?» Le capitaine acquiesça lentement. « Oui, et elle est venue par erreur.
L'un des appareils saisis dans votre garage contenait une séquence audio résiduelle enregistrée probablement par accident lors d'un transfert de fichiers. On y entend deux voix. L'une est masculine, posée, reconnaissable. Elle dit « Si Morel ne cède pas, on passe au plan C. Tu sais ce qu'il reste à faire. Nous devons lui montrer qu'il est seul. » Il marqua une pause avant de continuer. Nous avons fait écouter l'enregistrement à plusieurs experts en audio forensique. La voix a été comparée à des interviews publiques, des enregistrements anciens et des documents d'entreprise. Il n'y a aucun doute. Il s'agit de Julien Charvet. Le silence dans la pièce devint pesant. Adrien, figé, sentit les derniers doutes se dissiper. Ce n'était plus une supposition, un soupçon, une intuition née de son passé. C'était une confirmation formelle, technique, juridique. Julien Charvet avait tenté de détruire sa vie, méthodiquement, en utilisant des mercenaires, des sociétés fictives et des techniques de guerre psychologique. Mais ce n'était pas tout. Delmas referma le dossier, puis ouvrit une tablette qu'il poussa vers Adrien. Sur l'écran, une image s'afficha. Julien marchant dans une rue de Zurich, capté par une caméra de sécurité 3 jours avant l'attaque. Il n'était pas seul. À ses côtés, Jérôme Varnier. La dernière couche de protection venait de tomber. Le lien était établi, visible, incontestable. Il est actuellement localisé à Zurich, précisa Delmas. Nous avons lancé une procédure de mandat d'arrêt international. Les Suisses coopèrent, mais cela prendra du temps. En attendant, nous allons rendre l'affaire publique. C'est une décision du parquet. Les éléments sont trop graves pour rester confidentiels. Adrien resta un moment silencieux. Il sentait une fatigue écrasante peser sur ses épaules, mais aussi une forme nouvelle de clarté. Il n'était plus seul à savoir. Le monde saurait aussi. Julien ne pourrait plus se dissimuler derrière ses avocats, ses structures fictives ou ses réseaux. La vérité était une lame. Elle venait de trancher. Plus tard dans l'après-midi, Adrien sortit du commissariat par une porte secondaire, escorté par un agent de sécurité. Dehors, des journalistes commençaient déjà à se rassembler. Les premières rumeurs avaient circulé. Il refusa toute interview, mais rédigea un communiqué personnel, court, tranchant, qui fut diffusé par son attaché de presse. Une tentative criminelle a été orchestrée contre moi, contre mes biens, contre les personnes de confiance qui travaillent à mes côtés. Cette attaque, désormais prouvée, n'est pas seulement une affaire personnelle. Elle est le symptôme d'un système invisible de prédation économique. J'ai choisi de coopérer pleinement avec les autorités. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que justice soit rendue, non pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui, dans l'ombre, subissent sans pouvoir riposter. Ce message fit l'effet d'un coup de tonnerre. Le nom de Julien Charvet, jusque-là effacé du paysage médiatique, réapparut avec fracas. Des anciens partenaires témoignèrent anonymement. Des journalistes fouillèrent ses anciens montages financiers. Des lanceurs d'alerte sortirent du silence. La vérité, libérée de ses chaînes, s'écoulait désormais à flot. Dans sa chambre d'hôpital, Élodie suivit tout cela en silence. Elle vit le visage d'Adrien sur les écrans, entendit les mots du communiqué et comprit qu'un tournant avait été pris. Lui qui, au départ, ne voulait que vivre dans l'oubli de son passé, venait de choisir l'affrontement. Il avait accepté de devenir le visage d'une riposte. Et elle, la domestique invisible, celle qui n'avait jamais été entendue dans les couloirs des puissants, savait qu'elle avait été la première à voir ce que personne n'avait vu. Elle avait agi quand d'autres auraient fui. Elle avait désamorcé une guerre avant qu'elle ne devienne un désastre. Et maintenant, la tempête qu'ils avaient déclenchée ensemble balayait les fondations d'un homme qui se croyait intouchable. La justice commençait à frapper. Et cette fois, elle ne s'arrêterait pas en chemin. Le tumulte s'était emparé de la maison d'Adrien Morel. Les scellés posés par les forces de l'ordre avaient été retirés. Les enquêteurs étaient partis. Les techniciens avaient démonté les derniers dispositifs de sécurité temporaire. Il ne restait plus que les traces invisibles du chaos, une légère fissure dans la porte du bureau, une tache oubliée sur le tapis du couloir, l'écho sourd d'une nuit où tout avait failli s'effondrer. Adrien se tenait seul dans l'entrée principale, observant le hall vide. Ce même hall où il avait été figé par la voix d'Élodie, cette injonction muette et ferme « Ne bougez pas, faites silence ». Cette voix résonnait encore en lui, mais elle n'évoquait plus la peur. Elle incarnait désormais l'instant précis où son existence avait basculé. 3 mois avaient passé depuis l'attaque.
Julien Charvet, arrêté en Suisse après un mandat d'arrêt international, attendait son extradition vers la France. Les preuves rassemblées, enregistrements, documents financiers, témoignages, matériel saisi, constituaient un dossier accablant. Même ses avocats les plus aguerris ne pouvaient plus masquer l'ampleur des faits. Le scandale avait éclaté dans la presse, dans les milieux économiques, sur les réseaux sociaux. Adrien, bien malgré lui, était devenu un symbole, celui de la cible qui refuse de se taire, celui du bâtisseur trahi qui transforme une embuscade en levier de changement. Mais cette visibilité soudaine, ce flot d'interviews, de tribunes, d'articles et de propositions d'alliance n'avaient pas effacé les cicatrices. Le regard d'Adrien s'était durci, sa voix était devenue plus grave, plus lente. Il ne parlait plus pour convaincre, mais pour alerter. Il ne développait plus des plateformes technologiques pour conquérir des parts de marché. Il avait choisi une autre voie. Dans le salon de son domicile, désormais réaménagé, un tableau blanc affichait les plans d'un nouveau projet. Des feuilles manuscrites, des organigrammes, des schémas complexes ornaient les murs. Le logo encore inachevé d'une fondation apparaissait sur un écran. Éthique, un système. Une organisation indépendante dédiée à la sécurité numérique, à la transparence des pratiques corporatives et à la protection des lanceurs d'alerte. Financée en partie par la vente de 20% de ses actions dans son ancienne entreprise, cette fondation n'avait pas vocation à générer du profit. Elle était née d'une urgence morale. Élodie entra dans la pièce, appuyée sur une béquille légère. Sa cheville allait mieux. Elle marchait à nouveau, doucement, mais avec assurance. Depuis sa sortie de l'hôpital, elle n'avait pas quitté Lyon. Adrien l'avait logée dans une résidence sécurisée, le temps qu'elle se rétablisse, puis lui avait proposé une place au sein de son équipe. Pas comme assistante, pas comme domestique, mais comme conseillère principale en analyse de risques humains. Une fonction sur mesure pour celle qui avait su voir ce que les professionnels de la sécurité n'avaient pas vu. Elle s'approcha de la table, posa une chemise noire contenant des dossiers récemment reçus. 2 nouveaux témoignages, dit-elle. Une start-up de Nancy et un incubateur en Bretagne, tous les 2 victimes de pression, de surveillance illégale. Ils n'ont jamais osé porter plainte. Adrien ouvrit les documents. Il lut en silence. Puis il leva les yeux. On va les aider. Elle acquiesça. C'était devenu leur mission. Et leur entente allait bien au-delà des mots. Une confiance nue, bâtie dans la peur, renforcée par l'action, consolidée par le respect. Les membres de l'équipe, tous sélectionnés pour leur intégrité autant que pour leurs compétences, commençaient à affluer. Une ancienne juriste en éthique numérique, un ingénieur en cybersécurité ayant dénoncé des pratiques douteuses chez un sous-traitant public, un sociologue spécialisé en manipulation de l'information. Tous avaient été blessés, marginalisés, mais tous portaient en eux la flamme d'une résistance tranquille. L'initiative prenait forme. Un site allait bientôt être lancé. Une campagne de sensibilisation avait été planifiée et un programme de bourse pour les jeunes souhaitant se former à la cybersécurité éthique était déjà en cours de finalisation. Adrien finançait personnellement les premières étapes. Il avait vendu une partie de ses biens. Il avait réduit son train de vie. Il n'était plus le millionnaire secret enfermé dans ses bureaux vitrés. Il était devenu un acteur de terrain. Et ce qu'il avait perdu en confort, il l'avait gagné en paix intérieure. Un matin, alors qu'il prenait un café sur la terrasse d'un petit café en périphérie de la ville, Élodie regarda Adrien longuement, puis dit « Tu sais que tu es différent maintenant ». Il sourit légèrement. « Je suppose que c'est ce qui arrive quand on frôle le gouffre ?» Elle secoua la tête. « Non, pas juste ça. Tu es redevenu toi-même, mais pas celui d'avant Charvet, celui d'avant la réussite, avant que tout s'emballe. » Il la fixa, puis baissa les yeux vers sa tasse. Il comprit ce qu'elle voulait dire. Le feu initial, celui de la création, de la justice, du sens. Ce feu qu'il avait perdu dans la course au pouvoir, aux acquisitions, aux apparences. La presse continuait de raconter son histoire. Les plateaux télé lui tendaient des invitations. Il refusait presque toutes. Il ne voulait pas être une mascotte. Il voulait agir, dans l'ombre si nécessaire, comme Élodie l'avait fait. C'était elle, en réalité, qui l'avait sauvé. Pas simplement physiquement, mais moralement. Elle l'avait réveillé. Un soir, alors que la Fondation s'apprêtait à lancer son premier programme de mentorat, Adrien rassembla son équipe dans le nouveau bureau, un espace sobre en plein centre de Lyon.
Il regarda chaque visage, puis il dit « Ce que nous faisons ici ne sera pas spectaculaire. Il n'y aura pas de trophées ni d'applaudissements. Mais chaque personne que nous aiderons sera une pierre de plus dans un mur qui résiste. » Et tous, y compris Élodie, acquiescèrent. Ce n'était pas la fin d'un combat. C'était le début d'une œuvre. La nuit tomba sur Lyon. Dans le calme de son bureau, Adrien éteignit son ordinateur, se leva et contempla la ville à travers les vitres. Il pensa à Julien, à l'histoire qu'ils avaient partagée, à la douleur, à la chute. Il ne nourrissait plus de haine, seulement de la clarté. Et dans cette clarté, il avançait. Les 13 parties de l'histoire ont été conclues avec succès. En cas de besoin d'ajustement, je suis à disposition.